Ce deuxième webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Avec nous ce matin, François Gémen, qui est chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, prof à Sciences Po et membre du GIEC. On pourrait continuer, mais on s'arrête là. Je suis pour ma part Marie Bizot, journaliste au Figaro. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec vous ce matin, auquel vous participez très nombreux. On est en train de vous voir arriver tous progressivement. Donc, encore une fois, bienvenue. On parle évidemment de Covid-19, mais aussi de la manière dont on va pouvoir se sortir de tout ça et d'économie verte, de transition écologique. Donc, François Gémen, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de participer ce matin avec nous. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. L'épidémie de coronavirus replace subitement les enjeux de santé au cœur de réflexions, des réflexions de politique publique. Alors évidemment, on ne peut pas tirer de conclusion dès maintenant de cette crise, mais on peut en retenir certains enseignements. On a envie de vous demander ce que vous en retenez déjà, et notamment pour ce qui est votre sujet de prédilection, qui est le changement climatique. Il y a effectivement, je crois, beaucoup de leçons qu'on peut tirer de cette crise dès à présent. Et c'est certain que quand on regarde effectivement ses implications et ses conséquences pour le changement climatique, ce qui est frappant, c'est que les gouvernements ont été capables de mettre en place très, très rapidement des mesures tout à fait radicales et extraordinairement coûteuses pour nous protéger du coronavirus. C'est-à-dire toute une série de mesures qu'on disait impossibles à mettre en place face au changement climatique. Et des mesures sans doute qu'on ne serait pas prêt à accepter pour le changement climatique. Et donc, je crois que la première leçon qu'il faut tirer, c'est de nous poser vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que le coronavirus nous effraie davantage que le changement climatique. Et je crois que la réponse à cette question, elle est assez simple en fait. Nous avons peur du coronavirus parce que nous le voyons comme un danger très proche et immédiat. Et à l'inverse, nous avons l'impression que le changement climatique est une menace lointaine et relativement distante. Nous avons les yeux rivés chaque jour sur la courbe des hospitalisations ou des décès liés au coronavirus. Les courbes qui concernent le changement climatique, elles nous projettent à un horizon 2050 ou 2100, c'est-à-dire un horizon qui, j'en ai peur, sera au-delà de l'espérance de vie d'une partie des gens qui nous regardent en ce moment. Ce qui veut dire que, quelque part, nous avons l'impression que le changement climatique va d'abord arriver aux autres avant de nous arriver à nous-mêmes, alors qu'à l'inverse, nous avons l'impression que le coronavirus, nous pouvons le contracter nous-mêmes. Si des gens comme Tom Hanks, Boris Johnson ou le prince Albert de Monaco le contractent, c'est que personne n'est à l'abri. Et donc, nous pouvons, par une série de mesures de distanciation sociale ou de mise à l'arrêt de l'économie, nous prémunir nous-mêmes du coronavirus. À l'inverse, pour le changement climatique, nous ne pouvons pas espérer de bénéfices immédiats ni pour nous-mêmes. C'est pour ça, je crois, que ça serait une grave erreur de penser qu'en réalité, il faudrait maintenant appliquer au changement climatique les mêmes mesures que celles qu'on applique pour le coronavirus, parce que ce sont deux problèmes fondamentalement différents, et que si nous acceptons les mesures mises en place contre le coronavirus, c'est aussi parce que nous savons qu'elles sont temporaires, et plus longtemps elles dureront, moins elles seront acceptées. On le voit bien avec le déconfinement. Plus longtemps ce déconfinement va durer, moins il sera respecté par la population. Le changement climatique n'a pas besoin juste d'une année blanche ou de quelques semaines de confinement, il a besoin de mesures de long terme qu'on va pouvoir porter dans la durée. Et donc là, il y a une différence fondamentale. Donc, faisons attention à ne pas imaginer qu'on peut répliquer ce qu'on fait pour l'un pour l'autre. Alors, on entend bien, effectivement, c'est un cri d'alerte que vous lancez ce matin. Je vais vous poser une autre question en vous précisant d'abord à vous tous qui êtes connectés que ce webinaire est aussi le vôtre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous les prenons et nous les posons en direct à François Gémen. Surtout, donc, n'hésitez pas, vous êtes des participants et des acteurs de ce débat ce matin. Donc, je continue pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment fait-on pour faire la pédagogie justement de ce besoin de changement climatique immédiat, alors que les populations sont angoissées? Comment rendre cet impératif acceptable finalement? Je dirais qu'il y a, à mon sens, deux grandes choses qu'il faut faire. La première chose, je crois, c'est d'abandonner ces objectifs de long terme. C'est-à-dire que pour le changement climatique, on a beaucoup montré la ligne d'arrivée sans montrer le chemin pour y parvenir. On a dit qu'il faut neutralité carbone en 2050, il faut 2 degrés maximum en 2100.
Et nous, chercheurs, portons une responsabilité dans cela. C'est nous aussi, quelque part, qui avons calibré nos modèles sur ces horizons très lointains. Le problème de dire neutralité carbone en 2050, c'est qu'on risque bien de ne rien faire avant 2046 ou 2047. Si vous me dites à moi, François, tu dois perdre 10 kilos d'ici 2030, soyons clairs, je vais continuer à manger des gâteaux et à boire de la bière jusqu'à 2029. Et puis, à la mi-2029, je vais me dire, oh là là, il faut que j'atteigne l'objectif et il faut que je m'y mette et que je commence à faire du sport. Et donc, nous sommes tous comme ça et les gouvernements aussi, nous risquons d'attendre la dernière minute. Donc, je crois qu'une première leçon en termes de communication à tirer, c'est effectivement d'abandonner ces idées d'objectifs de long terme qui ne disent rien aux gens, qui ne leur parlent pas, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire ici et maintenant et comment est-ce qu'on peut avancer. Et la deuxième leçon, je crois, c'est d'insister bien davantage sur les conséquences sanitaires du changement climatique. On voit que la crise actuelle est directement liée à des problèmes d'érosion de biodiversité. Il y aura d'autres recherches dans le futur, évidemment, qui établiront précisément les causes, si c'est la chauve-souris ou le pangolin, etc. Mais on voit bien qu'il y a autour de cela un problème de transmission du virus de l'animal à l'homme. C'est ce qu'on appelle des zoonoses, donc des maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Et on voit bien que ce sont des questions d'érosion de la biodiversité qui provoquent aujourd'hui environ 75% des nouvelles maladies infectieuses qui arrivent chez l'homme. Ce qu'on voit pour le coronavirus, ça avait déjà la même cause que pour la grippe H1N1, la grippe aviaire, Ebola, Zika et toute une série d'autres épidémies qu'on a connues au cours des années précédentes. Le changement climatique va aussi avoir un impact sanitaire profond, notamment sur toute une série de maladies infectieuses comme la malaria, la dengue ou le chikungunya, simplement parce que les changements de température ou d'humidité vont faire que les microbes et les virus vont s'adapter plus ou moins à tel ou tel type d'environnement et donc que telle ou telle région va être plus ou moins touchée. Et puis, il y a aussi le grand risque qui concerne la fonte du pergélisol en Sibérie et au Canada, c'est-à-dire la couche du sous-sol qui est gelée en permanence. Si ce pergélisol venait à fondre, il relâcherait dans l'atmosphère toute une série de virus et de bactéries qui nous sont encore inconnus aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il y a un impératif à insister bien davantage sur les conséquences sanitaires du changement climatique, que les gens comprennent que ce n'est pas juste un problème pour les écosystèmes, mais que leur santé est directement concernée, comme toute une série d'autres préoccupations des Françaises et des Français, les migrations, le développement, la sécurité, tout cela va dépendre profondément à l'avenir du changement climatique. Très bien, tout ça est effectivement très clair. Alors, pour rebondir à ce que vous disiez juste avant, nous avons une question de Johanna Camp qui dit de manière un petit peu provocatrice, hein, du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut tout simplement abandonner l'agenda 2030 ? Je pense qu'il ne faut pas abandonner les lignes d'arrivée, les lignes d'arrivée en 2030, en 2050 ou en 2100, mais par contre, il faut dire précisément quels sont les objectifs intermédiaires année après année. C'est-à-dire que si on dit aux gens maintenant en 2020, voilà ce qu'il faut faire pour 2030, je crains qu'on attend 2028 ou 2029 pour s'y mettre. Il faut garder, je pense, des objectifs comme 2030, mais il faut surtout indiquer le chemin à parcourir et dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, il faut qu'on soit là, il faut mettre toute une série de balises pour qu'on puisse mesurer si on y arrive ou pas. Parce que le problème de ces objectifs de long terme, comme ils doivent être atteints en démocratie et comme les démocraties sont des régimes politiques où la durée du mandat est relativement courte, de l'ordre de 4, 5, 6 ans, le double si vous êtes réélu, ça veut dire que tous ceux qui prennent les engagements seront en fait sortis de charge au moment où on atteindra le terme de l'objectif. Ça veut dire qu'ils n'auront de compte à rendre à personne quant au fait qu'on ait atteint ou pas atteint l'objectif. Vous vous souvenez de notre président précédent, François Hollande, qui avait promis au cours de son quinquennat d'inverser la courbe du chômage. C'était un objectif, je dirais, relativement facile, pas à tenir, mais en tout cas à comptabiliser. Et tout le monde se serait moqué de François Hollande s'il avait dit « je promets d'inverser la courbe du chômage dans 25 ans ». Parce que tout le monde savait bien qu'il serait sorti de charge et que donc il ne serait plus comptable de cet engagement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de tenir les gouvernements comptables de leurs engagements. Merci beaucoup, François Gémen. Est-ce qu'on peut dire que cette crise montre les limites d'un monde globalisé ? C'est un débat qui monte beaucoup dans le… C'est effectivement un débat qui monte beaucoup et on entend des choses du type ce serait le virus de la globalisation, le virus de la mondialisation. Je pense qu'il faut prendre garde
à ne pas avoir un discours qui serait naïvement naturaliste sur cette question. Le virus en lui-même n'a pas de sens. La maladie n'est pas une sorte de malédiction ou de message que nous envoie la nature. Et donc, moi, je me méfierais beaucoup des messages un peu messianiques du type « la nature reprend ses droits » ou « c'est le virus de la mondialisation ». Bien sûr, la mondialisation va accélérer la diffusion du virus et va faire qu'une épidémie se transforme en pandémie, donc elle touche le monde entier de façon beaucoup plus rapide. On le voit bien, c'est grâce aux échanges que le virus se développe. Mais ça sera aussi quelque part grâce à la mondialisation que les remèdes vont se diffuser plus rapidement et que le vaccin sera disponible une fois qu'on l'aura trouvé auprès du plus grand nombre. Et donc, je dirais par rapport à cela que ça montre en tout cas les limites de notre dépendance par rapport à l'Asie ou à d'autres pays en ce qui concerne notre système de santé. Le drame de cette crise, je dirais, ce n'est pas tellement le virus en lui-même, c'est que nous y étions si peu préparés. En quelque sorte, nous avions des réserves stratégiques de pétrole, mais nous n'avions pas des réserves stratégiques de masques ni de réactifs pour les tests. Et donc, je ne voudrais pas quelque part, qu'on tire comme leçon de cette crise que la manière de se prémunir des crises à venir, c'est d'arrêter les échanges et de se claquemurer chacun chez soi. Si on fait ça, en quelque sorte, on valide à la fois l'agenda des survivalistes et l'agenda des nationalistes qui, sur certains points, peuvent malheureusement se rejoindre. On voit aujourd'hui qu'on est face à une crise mondiale, mais qui est gérée de façon très, très nationale, au point que les gouvernements européens sont en train de se chipper des stocks de masques sur des tarmacs d'aéroports. Pour d'autres crises, et notamment pour le changement climatique, on ne pourra pas se cantonner strictement à des mécanismes de solidarité et de gestion nationale. On peut discuter de l'utilité de fermer les frontières pour limiter la propagation du coronavirus, encore que les dernières études ont tendance à montrer que ça ne sert plutôt à rien. Mais il est certain, en tout cas, que pour le changement climatique, la fermeture des frontières n'arrêtera pas les impacts du changement climatique, ni les émissions. Et donc, prenons garde, je crois, à ne pas tirer… C'est pas une bonne nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Je dirais que, évidemment, là, sur le court terme, il y a une baisse marquée des émissions de gaz à effet de serre. Il est certain que pour le moment, les émissions sont en chute libre, de l'ordre de moins 60% dans l'Union européenne pour le moment et moins 25% au niveau mondial. Et donc, 2020 va sans doute constituer une sorte d'année blanche et pour la première fois, on va dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Mais le problème du changement climatique, c'est un problème d'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, les gaz à effet de serre qu'on émet sur une année donnée ont assez peu d'importance dans le problème global. Ce qui compte, c'est vraiment la tendance de long terme. Tout à fait. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure sur ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Bienvenue. Continuez à poser vos questions. J'en vois là, elles sont nombreuses. Elles arrivent. On va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. J'en prends une d'ailleurs. Ronan Delacroix, durant la crise Covid-19 vécue actuellement, ne pensez-vous pas que l'urgence actuelle ne risque pas de donner des excuses au gouvernement sur la crise climatique? Devons-nous lier ces deux crises et rester en état de veille? Absolument. Je ne peux pas être davantage d'accord avec cette inquiétude et avec cette question. On voit déjà aujourd'hui que plein de gouvernements et plein d'industries prennent prétexte de la crise pour essayer de démanteler complètement toutes les règles de protection environnementale. Je donne simplement quelques exemples. Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement, c'est-à-dire l'équivalent du ministère américain de l'environnement, vient de décider de suspendre l'application de toutes les règles environnementales aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Donc, les entreprises qui polluent, qui créent des dommages graves à l'environnement ne seront plus poursuivies jusqu'à la fin de la crise. En Indonésie, le gouvernement vient de suspendre le besoin de demander des licences d'exportation pour les bois rares. En d'autres termes, vient de rendre légal à nouveau ce qui était jusqu'ici du commerce illégal de bois rares lié à la déforestation. On voit qu'ici en Europe, les gouvernements tchèques et polonais sont déjà en train de remettre en cause le Green New Deal européen, qui était la mesure phare de la nouvelle Commission européenne, en disant « on n'a plus le temps de s'occuper d'environnement et de climat maintenant, il faut absolument que nous ayons les yeux rivés sur la sortie de crise et sur la relance de la croissance. » Et donc, on voit véritablement qu'il y a de la part des entreprises qui font pression sur le gouvernement, mais aussi de la part des gouvernements,
je dirais, une sorte de tendance généralisée à effectivement se débarrasser de toute une série de règlements liés à la protection de l'environnement à la faveur de la crise. Je crois que c'est très grave pour deux raisons. C'est grave en termes de message politique. Ça envoie le message politique, au fond, que les règlements de protection de l'environnement sont des handicaps pour l'économie et que, quelque part, freinent l'économie et qu'une économie ne peut pas prospérer s'il y a des réglementations concernant l'environnement. Ça, je crois que c'est un message politique assez terrible qui est adressé. Et ma deuxième crainte, c'est qu'on ne revienne 15 ou 20 ans en arrière, que toute une série de réglementations environnementales qui avaient été construites peu à peu, et on voit que même si ce n'était pas suffisant, on avait quand même progressé dans ce domaine au cours des dernières années, je crains fort qu'on ne reparte 15 ou 20 ans en arrière. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui disent, il y a un foisonnement d'idées qui disent qu'il ne faut pas du tout qu'on reparte comme avant et qu'il faut qu'on saisisse l'opportunité d'inventer quelque chose de nouveau. Moi, ma crainte, ce n'est même pas tellement qu'on reparte comme avant. Ma crainte, c'est qu'on ne revienne 15 ou 20 ans en arrière. Parce qu'on entend quand même des voix qui appellent à une relance, qui prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Oui, on les entend. Et il y a pour le moment, je reçois quasiment chaque jour 3 ou 4 appels à signer des appels ou des manifestes, etc. Et on voit qu'il y a un foisonnement d'idées et d'initiatives qui sont, je crois, tout à fait légitimes, bienvenues et encourageantes, parce que c'est effectivement maintenant qu'il faut faire ça. Le risque en moment de sortie de crise, c'est que si on n'a aucune proposition qui est prête et qui est applicable immédiatement, le risque, c'est que les gouvernements, quelque part, ne remettent une pièce dans la machine d'avant et ne relancent ce qui existait déjà face à l'urgence. Et donc, il y a une nécessité d'avoir dès à présent toute une série de plans et d'idées qui soient prêtes à l'emploi au moment du sortir de la crise, même si ça peut paraître parfois un peu choquant de réfléchir déjà à l'après-crise alors qu'il y a des médecins, des soignants, des personnels de première ligne qui sont face à l'urgence sanitaire. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il faut des politiques publiques de transition énergétique qui puissent constituer des leviers à cette relance économique, finalement. Absolument. On va avoir, comme le dit Esther Duflo, un grand moment keynésien en face de nous, du nom de l'économiste John Maynard Keynes, qui préconisait une grande intervention de l'État dans l'économie. Ça fait des années et des années que les gouvernements se plaignent de ne plus pouvoir intervenir dans l'économie. On connaît cette fameuse phrase de Lionel Jospin quand il va visiter les salariés d'une usine de chaîne de montage de voitures qui va délocaliser, lorsqu'il leur dit « l'État ne peut pas tout ». Nous sommes impuissants face à la mondialisation, nous sommes impuissants face au capitalisme. Ici, pour la première fois dans l'histoire récente, les États vont retrouver un instrument énorme de planification de l'économie. Ils vont devoir réinjecter dans l'économie des milliards de dollars, d'euros et de yuan. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont quelque part remettre cet argent dans l'économie d'avant ou est-ce qu'ils vont utiliser cet instrument de planification précisément pour planifier autre chose, pour planifier une économie décarbonée? Et donc, moi, ma crainte, c'est qu'ils ne gâchent cette opportunité et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils aient à disposition toute une série de plans qui puissent faire émerger cette économie décarbonée. Sinon, devant l'urgence, ils remettront simplement une pièce dans la machine. Ok. Très bien, on prend la question de M. Zipper. Étant donné que la sphère financière détermine toutes les décisions d'investissement sur le court terme, et qu'elle a par conséquent toujours œuvré contre une véritable transition écologique, partagez-vous les convictions de certains qui demandent une socialisation totale des banques et acteurs financiers et donc une expropriation de leurs actionnaires, et cela dans le but de réorienter complètement l'appareil financier dans cette transition énergétique? Pas aussi radicalement que cela. Je pense qu'il faudra effectivement sans doute nationaliser certaines entreprises qui seront exsangues après la crise. On discute beaucoup d'une possible renationalisation d'Air France. Ça sera sans doute le cas d'autres entreprises. Donc, on va voir le grand retour de l'État actionnaire. Je ne pense pas du tout qu'il faille maintenant mettre dehors les actionnaires d'autres entreprises, y compris parce qu'une partie de ces actionnaires sont aussi des petits actionnaires qui ont placé leur argent dans ces entreprises. Par contre, je pense que nous avons la possibilité de devenir aussi nous-mêmes actionnaires de ces entreprises. Il y a, on le sait bien, la bourse a perdu quelque chose de l'ordre de 40%. Ce sont les actions des industries fossiles qui ont été les plus touchées. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas pour le moment une opportunité d'investir aussi massivement dans ces entreprises pour peser sur les choix stratégiques qu'elles feront à l'avenir? Par exemple, l'organisation PETAC, dont
que le spectateur connaisse peut-être et qui est une organisation de protection des animaux qui prône notamment le véganisme, a profité de l'occasion pour investir massivement dans des entreprises de luxe dont elle dénonçait les conditions de fabrication des vêtements ou des sacs. Et l'idée de PETA, c'est de prendre une petite part dans le capital de ces entreprises de manière à pouvoir peser sur leurs choix stratégiques. Est-ce qu'il n'y a pas pour le moment une opportunité pour une série d'organisations environnementales, je pense à Greenpeace, je pense à la Fondation Nicolas Hulot, il y a des organisations qui ont quand même une certaine capacité financière, de rassembler un certain nombre de bonnes volontés et d'investir stratégiquement au sein d'entreprises précisément pour peser sur leurs choix politiques de court terme. Je ne voudrais pas du tout qu'on ait quelque part une vision complètement aliénée des entreprises ou de la finance. La plupart de ces entreprises dont on dénonce parfois les choix stratégiques sont des entreprises qui sont cotées en bourse, c'est-à-dire des entreprises dont nous pouvons aussi, nous, détenir une participation et influencer sur les choix stratégiques. Pendant longtemps, on a considéré que ce n'était pas la peine parce que leur capitalisation boursière était tellement énorme qu'on n'allait pas pouvoir peser sur ces décisions. La crise actuelle rebat les cartes et la capitalisation boursière de certaines entreprises est désormais très très faible. Si je prends Air France KLM, sa capitalisation boursière est de l'ordre d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'en y injectant quelques millions, on peut peser sur les choix stratégiques que l'entreprise fera à l'avenir. D'accord, très bien. Donc vous nous dites qu'en tant que citoyen, finalement, nous aussi, nous pouvons avoir un rôle. À condition de nous organiser et de faire les choses pas chacun de son côté, mais d'avoir véritablement quelque chose qui organise. Et là, vraiment, je lance un appel à des organisations comme Greenpeace ou la FNH. Vous portez pour le moment toute une série d'appels et de manifestes. Tout ça est très sympathique, mais ça serait beaucoup plus efficace, à mon avis, si vous lanciez un grand mouvement d'investissement dans les compagnies dont vous voulez orienter les choix stratégiques. Très bien. Vous parliez. Et ça serait à la fois bon pour l'économie et ça serait aussi bon pour vos finances parce que les cours de la bourse remontent et donc ça serait de toute façon un bon investissement. Ok. Vous parliez tout à l'heure, François Gemène, d'Esther Duflo. La croissance verte peut-elle être un vecteur de réduction des inégalités, Je dirais, tout dépend de quelle croissance on parle. Est-ce qu'on parle simplement de la croissance du PIB? Ou est-ce qu'on parle aussi de la croissance des salaires des métiers dits essentiels? C'est un sujet qui est revenu beaucoup sur la table en ce moment. Est-ce qu'on parle de la croissance des lits d'hôpitaux, par exemple? Et donc, je crois qu'effectivement, si on accepte de redéfinir ce que c'est la croissance, et si on accepte de donner d'autres indicateurs de croissance que le seul PIB, à ce moment-là, on a un instrument qui nous permet effectivement de gérer aussi les inégalités. Si par contre, on met dans croissance verte la seule croissance du PIB, à ce moment-là, je pense au contraire qu'on ira vers un accroissement des inégalités, parfois maquillé sous une couverture écologique. Parce qu'il ne faut pas oublier, malgré tout, que je dirais une grande différence entre cette crise du coronavirus et des crises environnementales, c'est que généralement, dans les crises environnementales, ce sont les plus vulnérables qui sont touchés, ce sont les plus pauvres qui sont touchés. Ici, avec le coronavirus, bien sûr, les plus pauvres sont également touchés, mais on voit que les puissants, que les riches ne sont pas épargnés. Or, personne n'imaginerait que Tom Hanks ou le prince Charles d'Angleterre puissent vraiment être une victime du changement climatique. Et donc, il y a une sorte d'accélérateur, d'amplificateur d'inégalités qui se trouve dans le changement climatique, à la fois parce que les pauvres, généralement, sont bien plus exposés aux impacts du changement climatique, mais de surcroît auront un accès beaucoup moins facile à des modes de transport ou des modes de logement décarbonés et moins polluants. Et quelque part, la crise des gilets jaunes doit nous alerter là-dessus. On a vu à quel point ce qui a mis le feu aux poudres, c'était quelque part un alignement des taxes sur le carburant et qui, quelque part, a été très défavorable pour des gens qui étaient obligés d'utiliser leur voiture tous les jours, qui n'avaient pas accès au transport en commun, qui n'avaient pas accès à des véhicules électriques. Et on voit bien à quel point c'était un catalyseur d'inégalité. Oui, tout à fait. Alors, pour poursuivre sur ce thème, nous avons une question de Yannick Broard qui dit « Comment lutter contre l'obsession de la croissance des dirigeants présente dans les discours de sortie de crise et qui est synonyme de conditions nécessaires et obligatoires au bonheur ?» Ça répond, enfin, vous avez un petit peu répondu à la question précédente, mais lutter contre cette obsession de la croissance des dirigeants selon la définition qu'on donne de bonheur, effectivement. Tout à fait.
Je pense qu'une erreur profonde que l'on commet avec cette obsession sur la croissance qui est réelle et qui sera réelle, ne nous le cachons pas au moment de la sortie de crise, c'est de lier les questions de croissance aux questions d'emploi. On imagine qu'une forte croissance signifie un taux d'emploi quasi plein ou quasi plein. Alors que l'histoire nous apprend qu'il y a eu des périodes de forte croissance avec des périodes de chômage important et qu'à l'époque, il y a eu des périodes où la croissance était très très faible, mais où il y avait un taux d'emploi quasi plein. Et donc, je pense qu'il faut, pour pouvoir sortir de cette obsession de la croissance, délier les questions de croissance et les questions de chômage et d'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a évoqué dans la question précédente, c'est nous demander la croissance de quoi. Est-ce que c'est juste le PIB ou est-ce qu'on va donner d'autres indicateurs? Et je pense que cette crise est propice à introduire d'autres indicateurs de prospérité et de bien-être. Et puis, je crois qu'il y a une question de révolution culturelle à faire et qui consiste à abandonner, quelque part, le modèle des années 60. Les années 60, c'est une sorte de décennie en or, les Golden 60s, qui étaient caractérisées à la fois par une très forte croissance économique et une très forte croissance démographique aussi. C'est l'époque du baby-boom. Et depuis, c'est un peu la décennie qu'on a érigée en modèle à atteindre. Or, on sait très bien que depuis les années 70, depuis le choc pétrolier notamment, que le taux de croissance se réduit régulièrement d'année en année. On sait aussi que le taux de natalité baisse régulièrement. L'an prochain, l'INSEE annoncera sans doute qu'on est passé en France sous la barre des 2,1 enfants par femme, c'est-à-dire le taux de renouvellement de la population. Et on voit cela comme une catastrophe. On voit cette croissance zéro qui arrive comme une sorte de catastrophe, alors que c'était pourtant une des grandes recommandations, notamment d'un rapport du Club de Rome qui est paru en 1972. Et je crois qu'il faut sortir, je dirais, de ce mythe des années 60. On ne peut pas courir sans cesse après cet objectif de croissance. Il faut que nous parvenions à réinventer quelque chose. Et il faut aussi, d'une certaine manière, qu'on accepte l'idée que les Beatles se sont séparés. La décennie des années 60, c'est la décennie des Beatles. Ils se sont séparés au début des années 70, pas juste à cause de Yoko Ono, mais aussi parce que leur musique ne correspondait plus à ce nouvel état d'esprit des années 70, 80 et suivantes. Et donc, il faut faire notre deuil de ça. Et ça passe aussi par une révolution culturelle. C'est pour ça que j'évoque les Beatles. Ouais, il y a une image très claire pour nous faire comprendre les choses, François Gémen. Continuez à vous poser vos questions sur ce webinaire. Vous êtes toujours les participants, vous qui nous écoutez. Alors, il y a une question qui vous est adressée et qui finalement nous est adressée à tous, qui est arrivée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre vie personnelle pour faire avancer les choses? Je dirais que en matière de changement climatique, le principal levier que nous avons dans notre vie personnelle, c'est sans doute notre épargne. On a beaucoup insisté au cours des dernières années sur les petits gestes en matière d'alimentation, en matière de mobilité. On parle beaucoup du télétravail, forcément, à la faveur de la crise. Mais c'est oublié, je crois, qu'un élément essentiel de notre empreinte carbone, c'est souvent notre épargne. Si vous avez des produits d'épargne classiques du type une assurance vie ou un plan d'épargne logement, ce type d'instruments d'épargne qui sont proposés par les grandes banques, ça veut dire qu'à votre insu, très souvent, vous financez des industries fossiles. Et la plupart des gens n'en sont évidemment pas du tout conscients. La première chose que je dis chaque année à mes étudiants à Sciences Po, qui tous sont impliqués dans toute une série d'associations écologiques qui viennent à l'école en vélo, qui achètent des vêtements de seconde main, etc., je leur dis en fait, vous faites tout ça, mais vous devez savoir que votre geste cette année qui aura la plus grosse empreinte carbone, ce sont les droits d'inscription que vous avez payés à Sciences Po. Et que l'école va faire fructifier en les investissant notamment dans les industries fossiles. Et donc, je leur dis, si vous voulez vraiment faire un geste pour la planète cette année, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous lever, de quitter cette salle de cours et d'exiger le remboursement de vos frais d'inscription. Alors, il n'y en a jamais aucun qui le fait, bien entendu, mais ça souligne le fait que très souvent, nous avons une empreinte carbone qui, je crois, nous est inconnue et que, paradoxalement, beaucoup de gens sont prêts à adopter toute une série d'habitudes de consommation, de transport ou de travail, mais ne se rendent pas compte qu'une grosse part de leur empreinte carbone se situe souvent dans leur épargne. Et donc, je dis souvent aux gens que la chose la plus efficace
qu'ils puissent faire pour réduire leur empreinte carbone, c'est de prendre rendez-vous avec leur banquier et de demander exactement où est placé leur argent. D'accord. Et ça, c'est pour la décision individuelle. Et selon vous, quelle est la décision collective, européenne, globale, si on élargit la question, qui devrait être prise au lendemain de cette crise? Je pense qu'au niveau européen, il y a une urgence absolue à amplifier le Green New Deal. Je dirais la chance que nous avons malgré tout dans cette affaire, c'est que nous avons en Europe un plan de sortie de crise qui est tout prêt, qui a même déjà été adopté par les États membres et qui est la mesure phare de la nouvelle Commission européenne. Un Green New Deal, de la même manière que le New Deal de Franklin Delano Roosevelt après la grande dépression avait rebattu les cartes de l'économie. Je pense que c'est exactement cela qu'il faut faire aujourd'hui et que la crise actuelle, quelque part, conforte l'idée que c'est le type d'instrument dont nous avons absolument besoin en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un instrument qui est sous pression des gouvernements, qui risque d'être raboté. Je pense que ce serait une erreur dramatique que de raboter cet instrument, alors qu'il faut au contraire lui donner une amplitude nouvelle. Et donc en Europe, je pense que c'est exactement cela dont nous avons besoin pour le moment. Au niveau mondial, je pense qu'il y a une urgence pour les gouvernements à arrêter de subventionner massivement les industries fossiles comme ils le font encore aujourd'hui. En France, pour chaque euro qui est donné en subvention aux énergies renouvelables, il y avait encore, avant la crise, 2 euros qui étaient donnés en subvention aux énergies fossiles. Ça veut dire que tant qu'il y aura ce déséquilibre du marché qui est entretenu directement par les gouvernements, on ne parviendra pas à faire émerger véritablement une économie post-carbone. Avant la crise, chaque année, il y avait environ 5 500 milliards de dollars qui étaient investis dans les industries fossiles en financement privé et public, c'est-à-dire environ 7% du PIB mondial. Tant qu'on investira de telles sommes d'argent dans des énergies du passé, on ne parviendra pas à faire émerger les énergies du futur. Ok, on prend une réflexion plus qu'une question de Sophie Ferrand qui dit « Je pense que les acteurs sociaux ont une place à prendre sur cette question de croissance verte. L'associatif regorge d'idées et de projets, mais il nous faut des fonds. Ces projets seront portés par les collectivités et à défaut, les citoyens doivent s'engager individuellement sur leur territoire. » Ça, c'est son point de vue. Et une question qui peut éventuellement aller avec, pensez-vous que cette crise pourra permettre de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement, puisque Sophie Ferrand parlait des problèmes de fonds. Manque-t-on de fonds pour cette transition énergétique, écologique, ou de volonté politique? Je dirais des deux, et les deux sont liés. En réalité, on va le voir quelque part à la faveur des plans de relance. On va voir que quelque part, lorsque les États souhaitent s'endetter, ce n'est pas un problème. Et je pense que là, on voit bien toutes les mesures quelque part d'austérité budgétaire, quelque part, passent maintenant au second plan face à la nécessité de relancer l'économie. Et donc, on va voir que la question de la disponibilité des fonds, la question du « il n'y a plus d'argent », c'est aussi très souvent une question de volonté politique. Et donc ça, je crois que ça va être une des grandes leçons de la crise, c'est qu'il sera beaucoup plus difficile après au gouvernement de dire qu'il n'y a pas d'argent pour financer ce que la société considère comme des priorités politiques et sociales. Et ça, à mon avis, ça sera un des grands enseignements de la crise. Et je pense que le rapport à l'investissement public va être relativement transformé après la crise. Est-ce que ça sera l'occasion de séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement? Honnêtement, j'en doute fort. L'occasion pour faire cela, c'était après la crise économique et financière de 2008-2009. On n'a pas voulu le faire à l'époque. On n'a pas voulu non plus véritablement réformer les marchés financiers. Ça me paraît difficile de le faire à cette occasion, précisément parce qu'on va avoir un très, très grand besoin des banques et des institutions bancaires pour refinancer l'économie et aussi pour financer l'économie sociale dans les territoires dont on parlait il y a quelques instants. Question de Yannick Broard, croissance verte, arrêt des subventions aux énergies fossiles, dont on parlait à l'instant, aide à l'automobile ou à l'aérien. Que répondre au chantage à l'emploi qui est fait pour justifier le statu quo? Effectivement. Et là, je crois que sur cette question de l'emploi, il y a quelque part un point complètement aveugle de ce qu'on a appelé la transition écologique. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout tracassé de ce qu'on appelle les emplois bruns. Les emplois bruns, qu'est-ce que c'est? C'est les emplois qui sont au fond liés à l'économie fossile
et qui, quelque part, il faut le dire, disparaîtraient dans une économie décarbonée. C'est-à-dire que le type qui est polonais, qui est mineur de fonds et qui a 55 ans, il ne va pas devenir du jour au lendemain ingénieur photovoltaïque pour concevoir de nouveaux panneaux solaires. Et donc, quand on dit la croissance verte ou les énergies renouvelables ont le potentiel de créer X millions d'emplois, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'ils vont aussi détruire Y millions d'emplois. Et bien sûr, le X est beaucoup plus grand que le Y, mais une différence fondamentale, c'est que les X millions d'emplois, ils n'ont pas encore été créés, tandis que les Y millions d'emplois, ils existent déjà, ils sont occupés par des gens et par des entreprises qui se battront pour ne pas les perdre. Et donc, tant qu'on ne s'intéressera pas à ces emplois bruns, à ces Y millions d'emplois, on ne parviendra pas véritablement à faire émerger les X millions d'emplois nouveaux. Et là, il y a vraiment un point aveugle, je dirais, de cette transition écologique, quelque chose qui n'a pas du tout été pensé, c'est la transition sociale qui doit aller avec cela. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le concept de transition, en fait, est assez mal choisi. Je pense que c'est un mot qui ne convient pas parce qu'il donne à penser qu'il va y avoir un mouvement spontané et naturel pour aller vers cela. Et ça, quelque part, ça occulte toutes les difficultés, tous les obstacles et aussi parfois la casse et les coûts que ça va engendrer et qu'il faut absolument prendre en compte. Et donc, par rapport au chantage à l'emploi qu'exerceront certaines entreprises, mais aussi sans doute certains gouvernements, je dirais il faut d'urgence un plan social pour ces emplois bruns, par exemple sous forme d'un type d'allocation universelle. C'est quelque part ce que certains gouvernements ont mis en place pour le chômage technique à la faveur de la crise. Potentiellement, il faudrait pouvoir, je pense, inscrire cet instrument dans la durée pour tous les emplois qui, quelque part, dépendent des industries fossiles et qui seront aussi demain, dans un futur proche, au chômage technique. Alors, au-delà de la question de l'emploi, Mathieu Guérin se demande comment faut-il et comment inciter les grandes entreprises de production d'énergie fossile à accélérer leur transformation en production d'énergie renouvelable. Faut-il évidemment oui, comment? La grosse difficulté pour le moment, ça va être le très faible cours du prix du pétrole. Oui. Vous avez peut-être lu dans la presse cette information qui paraît surréaliste, c'est que pour le moment, nous produisons tellement de pétrole que nous ne savons plus où le stocker et qu'il y a sur tous les mers et les océans du monde des centaines de supertankers qui sont remplis jusqu'à ras-bord de pétrole en entendant simplement que les cours du pétrole remontent parce qu'on n'a pas, enfin si on a les moyens, mais ils sont coûteux de ralentir la production de pétrole et donc plutôt que de ralentir la production de pétrole, on continue à le produire au même rythme, en sachant que personne n'en a véritablement d'utilité pour le moment. Et donc, je dirais que tant que les cours du pétrole sont si bas, malheureusement, il n'y a pas véritablement d'incitant financier pour les entreprises pour transformer leur outil économique et pour s'engager dans une économie décarbonée, puisque le pétrole restera si bon marché. Et donc, je dirais, ce qu'il faut faire, à mon avis, et on commence à le discuter de plus en plus, c'est imposer un prix plancher du pétrole. Tant que les cours du pétrole, quelque part, pourront descendre aussi bas, il n'y aura pas véritablement d'incitant pour les entreprises pour transformer leur outil de production et s'engager dans l'économie décarbonée. Et ça veut dire aussi pour les entreprises européennes qui peuvent acheter des quotas de CO2, donc des droits de polluer sur le marché. On a vu que le montant de ces quotas de CO2, eh bien évidemment, s'effondrait à la faveur de la crise. Ça veut dire que les entreprises, désormais, peuvent acheter des permis de polluer pour presque rien. Tant qu'il n'y aura pas un prix plancher pour le pétrole, qui est aussi évidemment lié à la question d'avoir un prix fixe du carbone, je pense qu'il n'y aura pas véritablement d'incitant pour les entreprises. C'est une autre mesure, à mon avis, qu'il faudra prendre d'urgence après la crise. Merci François Gemène. Alors, sur un autre sujet, une question de Gérard Ruiz. Quid de la situation et de l'aide aux pays en développement dans le contexte économique à venir? Effectivement. Effectivement, c'est quelque chose qui risque de souffrir beaucoup après la crise. Je vois très bien certaines voix qui diront, mais tiens, on n'a plus les moyens désormais d'aider les pays en développement, notre économie est exsangue et donc il faut réorienter ces moyens vers notre propre économie. Ça serait, je dirais, une réaction que je pourrais comprendre, mais qui pourtant serait, je pense, une grave erreur. Parce que si nous abandonnons le développement des pays les plus pauvres, c'est quelque chose qui va nous revenir dans la figure. Et on le voit très bien, notamment à l'occasion des grandes pandémies comme celle-ci. Une fois qu'on sera sorti du confinement en France, une fois qu'on aura passé, je dirais, le pic
de la pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Le risque, c'est que cette pandémie, effectivement, se transmette aux pays africains ou aux pays asiatiques, qui pour le moment ont été moins touchés que l'Europe, les États-Unis ou la Chine. Mais dès le moment où ils seront touchés, si eux n'ont pas les moyens de contrôler l'épidémie, et on sait que les mesures de confinement sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à mettre en place dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, eh bien le risque, c'est que cette épidémie ne nous revienne dans la figure d'ici quelques mois et que nous devions à nouveau arrêter notre économie et remettre en place des mesures de confinement. C'est le propre des pandémies. S'il reste un foyer d'infection quelque part dans le monde, vous courez le risque que vous soyez à nouveau touché à nouveau par cette pandémie. On voit toutes les enquêtes pour le moment qui enquêtent sur le patient zéro et qui a amené le virus en France ou qui l'a amené en Italie. Tant qu'il subsistera des foyers d'infection quelque part dans le monde, tant qu'il y aura des pays qui n'auront pas des systèmes de santé capables de contrôler ces épidémies, eh bien nous resterons vulnérables et nous resterons à la merci de ces virus. C'est la raison pour laquelle j'aurais tendance à dire que cette crise doit précisément nous inciter, quelque part, à déployer davantage de mécanismes de solidarité internationale, parce que dans un monde qui restera mondialisé, qu'on le souhaite ou pas, ça veut dire que ce qui se passe chez les autres a des conséquences chez nous. Bien sûr. Il faut le faire juste par humanisme ou par bonté d'âme, il faut le faire aussi dans notre propre intérêt. Ok, je reviens un tout petit peu en arrière, François Gemène, pardon, les questions arrivent au fur et à mesure, elles sont intéressantes, donc on a envie de les prendre. Donc je reviens à la question des entreprises. Faut-il durcir les obligations RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises? Dans l'absolu, je dirais que oui, qu'il serait souhaitable effectivement d'imposer un certain nombre de conditions au plan de sauvetage qu'on va proposer à ces entreprises. La difficulté, honnêtement, c'est que je pense que ce sera un discours qui sera assez peu audible dans le contexte actuel. On a des entreprises qui seront pour certaines exsangues, avec des salariés qui s'interrogent sur leur futur, sur leur capacité à retrouver un travail, et que si, quelque part, on ajoute à ces plans de sauvetage des conditions et des contraintes supplémentaires, je crains que ça devienne extrêmement difficile pour les entreprises. Et donc, autant je suis d'accord dans l'absolu sur le principe d'effectivement d'augmenter les obligations des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, autant je pense que le contexte du moment est relativement mal choisi et risquerait d'être contre-productif en termes de message, en fait. Question de Grégory Marlier. Quel rôle pour les territoires et notamment les régions dans la transition énergétique? Je dirais qu'il est très important. D'abord parce qu'on va avoir, je pense, une économie qui va être de plus en plus décentralisée et que le moment en termes de politique énergétique, je dirais, l'ère d'un grand producteur d'énergie qui ensuite diffuse l'énergie à tout le réseau, sur tout le territoire, est terminé et qu'on va aller de plus en plus vers des microgrilles énergétiques qui devront être mises en place au niveau territorial, avec notamment la possibilité pour chacun de produire sa propre énergie, avec notamment des panneaux solaires que vous pourrez faire installer chez vous, et d'ensuite revendre cette énergie sur un réseau local. Et donc, je pense qu'il faut sortir un peu de ce mythe de la politique énergétique hyper centralisée qu'on a eu au cours des années précédentes, pour aller vers une politique énergétique bien davantage décentralisée, qui passe par des grilles énergétiques au niveau local et parfois même au niveau municipal. Et donc, je pense que les territoires, les collectivités vont avoir un rôle beaucoup plus grand à jouer dans la transition énergétique, mais aussi, et c'est un aspect qui est souvent oublié, dans l'adaptation au changement climatique et dans la gestion des crises liées au changement climatique. On voit bien aujourd'hui, sur la question des commandes de masques, par exemple, combien les collectivités territoriales prennent les devants et combien des départements, des régions commandent elles-mêmes des masques. De la même manière, face aux impacts du changement climatique, il faut absolument que les collectivités locales, je dirais, prennent leurs responsabilités dans la préparation de ces crises et clairement, l'État centralisateur montre aussi certaines limites dans la gestion de ces crises. Merci François Gemène. Nous arrivons au bout de nos 45 minutes de débat, ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. On a quand même envie de vous poser une dernière question. Bien sûr. Si vous aviez un message, un conseil, un appel à faire passer au pouvoir public, aux citoyens, qui résumerait un petit peu tous les débats qu'on a eus ce matin,
quel serait-il? Je dirais que ce que cette crise met en lumière, c'est que nous avions des stocks stratégiques de pétrole, mais pas de stocks stratégiques de masques ou de réactifs pour les tests. Et que quelque part, ça doit être aussi l'occasion de nous interroger sur certaines priorités et de retrouver le sens du commun. Bien entendu, après la crise, la plupart des gens auront envie de retrouver leur vie d'avant, de retrouver leurs collègues, de rouvrir leur commerce, parfois simplement de retrouver du travail pour ceux qui l'ont perdu à l'occasion de la crise. Mais je pense que nous ne devons pas perdre l'opportunité d'en tirer aussi certaines leçons et notamment la nécessité de retrouver le sens du commun. Pour moi, c'est le message le plus important de cette crise. Merci beaucoup, François. Merci à Germain. vous. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était le deuxième, organisé par l'Institut de l'économie positive. Il y en aura d'autres. Restez en alerte. Nous, en attendant, nous vous remercions. Vous souhaitons une très bonne journée et vous disons à très bientôt. Merci. Merci.